Il se passe quelque chose de complètement paradoxal en Amérique en 2025. Dans un pays présenté comme l'un des plus riches au monde, où l'on parle d'intelligence artificielle et de voyages spatiaux, des centaines de milliers de personnes dorment dans leur voiture chaque nuit. Non, pas parce qu'elles rêvent de liberté ou qu'elles sont fans du van life, mais parce qu'elles n'ont tout simplement plus d'endroit où vivre. Un rapport fédéral montre que le nombre de personnes sans logement a bondi de 18% en seulement un an. Et le plus étonnant, c'est que ce ne sont pas uniquement des gens en rupture totale. Beaucoup ont encore un emploi, paient des impôts et tentent de s'accrocher au fameux rêve américain. Sauf qu'aujourd'hui, ce rêve tient à 4 roues. Autour de nous, les loyers explosent, les salaires stagnent, et de nouvelles décisions de justice permettent aux villes de verbaliser ceux qui dorment dehors. Conséquence, une partie de la population se replie dans les parkings, entre les phares et les ombres des voitures. La vraie question n'est plus combien vivent dans leur voiture, mais plutôt comment un pays aussi riche en est arrivé à accepter cela comme une norme. Dans cette vidéo, on va décortiquer 5 raisons qui expliquent pourquoi dormir dans sa voiture est en train de devenir un symbole de la crise américaine en 2025. Numéro 5. Le logement. Le logement est devenu trop cher pour les revenus moyens. Les loyers et les prix des maisons ont augmenté beaucoup plus vite que les salaires. Pour des centaines de milliers d'Américains, même avec un emploi stable, se loger dépasse désormais leur capacité financière. Résultat, la voiture devient la seule option entre avoir un toit ou n'en avoir aucun. Prenez Los Angeles. Louer un simple appartement d'une chambre coûte presque $2 800 par mois. À New York, on dépasse les $4 000, soit l'équivalent du paiement mensuel d'une Ford d'occasion. Pendant ce temps, le salaire moyen n'a augmenté que de moins de 4%. Autrement dit, le prix du logement grimpe 5 fois plus vite que les revenus. Une étude de la National Alliance to End Homelessness révèle que chaque augmentation de $100 du loyer moyen entraîne une hausse de 9% du nombre de sans-abri. Résultat, des gens qui payaient des impôts, qui avaient un logement, terminent désormais leur nuit dans leur voiture. L'auto, autrefois symbole de liberté, est devenue leur résidence provisoire. C'est ironique, avant, on travaillait pour se payer une voiture. Aujourd'hui, certains disent qu'ils ont une voiture uniquement pour pouvoir continuer à travailler. Le volant ne sert plus seulement à tourner à droite, mais à échapper au loyer. Alors, où est le vrai problème? Quand l'immobilier part en fusée et que les salaires suivent au ralenti, même des travailleurs stables finissent par perdre pied. Ce ne sont pas des gens paresseux, ils se lèvent toujours pour aller bosser, paient leurs impôts, tentent de garder la tête haute. Mais lorsqu'arrive la fin du mois, ils doivent choisir, payer le loyer ou garder leur voiture. Un homme de la baie de San Francisco explique « Je vivais avec 2 colocataires. Quand le loyer a augmenté de $300, je suis parti. Mon vieux van est devenu ma maison. Au moins, le propriétaire ne peut plus me mettre dehors. » Et ce témoignage n'est qu'un parmi tant d'autres. Ce n'est plus une série d'histoires individuelles. C'est le signe que l'économie américaine fonctionne de travers. Le rêve américain est devenu si petit qu'il tient désormais dans un coffre de voiture. On entend même une blague qui résume parfaitement la situation. Aujourd'hui, aux États-Unis, quelqu'un qui possède un garage est considéré comme riche, et celui qui vit dans un véhicule prend un raccourci vers l'immobilier. La vraie question n'est donc pas « Pourquoi choisissent-ils de vivre dans leur voiture ?», mais plutôt « Comment un pays rempli de logements vides peut-il pousser des citoyens à transformer leur voiture en chambre à coucher ?» Et vous, si vous deviez choisir entre payer un loyer impossible ou dormir dans votre voiture, vous feriez quoi? Et encore, ce n'est que la surface du problème. Derrière ces travailleurs en difficulté se cache un deuxième groupe, beaucoup plus discret, presque invisible, mais qui grandit à toute vitesse. Qui sont-ils? On y arrive dans un instant. Numéro 4. Les voitures offrent un refuge immédiat dans un système qui n'a pas prévu de solution. Il manque cruellement de logements abordables, et les programmes publics sont saturés ou prennent des années avant d'aboutir. La voiture devient donc un filet de sécurité improvisé, un refuge portable quand tout le reste s'effondre. Vous savez ce qu'il y a de plus ironique? Aux États-Unis, sans-abri ne veut pas toujours dire dans la rue. Beaucoup ont encore un toit au-dessus de leur tête, mais c'est un toit en métal, monté sur 4 roues. Un rapport de Security.org indique que plus de 256 000 Américains dorment dans des conditions instables, dans leur voiture, dans des entrepôts ou au bord de la route. Et ce chiffre grimpe aussi vite que le prix d'un café Starbucks. À Los Angeles, une enquête de l'autorité des services d'aide aux sans-abri montre que les personnes vivant dans leur véhicule représentent la plus grande part des sans-abri non hébergés, plus que ceux qui dorment sous des tentes. Les parkings de Walmart, les garages publics et certains parcs deviennent des sortes d'hôtels improvisés. Pourquoi choisir la voiture plutôt que les refuges? Parce que les centres d'hébergement sont souvent surpeuplés, bruyants, parfois dangereux et manquent totalement d'intimité. La voiture, même minuscule, offre encore un semblant de dignité.
On peut s'y cacher, rester discret, se raser, faire un café, écouter les infos, bref, conserver une routine normale. Mais ce choix les rend invisibles dans les statistiques. Les villes comptent surtout ceux qui dorment dehors ou dans les refuges. Ceux dans les voitures passent entre les mailles du filet. Trop logés pour être aidés, pas assez stables pour s'en sortir. Imaginez, vous avez 58 ans, vous partez en retraite un peu plus tôt, et votre SUV est payé. Puis vient une facture médicale, puis une autre. Les médicaments doublent de prix. Vous vendez votre petit appartement en pensant louer ailleurs. Mais les loyers sont désormais presque équivalents à votre pension. Vous finissez donc garé derrière la bibliothèque municipale. Le matin, vous vous brossez les dents avec une bouteille d'eau. La journée, personne ne devine votre situation. La nuit, seul le bruit de la pluie sur le toit du SUV vous rappelle que cette situation n'a plus rien de temporaire. Un couple à Seattle raconte « On a vendu notre maison, loué un garage et on dort dans notre SUV. Au moins, on reste ensemble, à l'abri. » Le garage devient une chambre à coucher anonyme au milieu d'une ville qui continue de briller. Officiellement, on les appelle non hébergés. Dans les faits, ils ont trouvé le seul refuge que le système ne peut pas réglementer, leur voiture. Un abri légal, mais considéré comme une nuisance. Une maison mobile que personne ne veut occuper, même ceux qui y vivent. Et au fur et à mesure que ces petites maisons sur 4 roues envahissent les parkings, les bords de route et les parcs, on ne parle plus d'un phénomène marginal. On assiste à la disparition d'une classe entière d'Américains, vivant juste sous nos yeux sans que personne ne s'en rende compte. Alors, que fuit-il réellement? La pauvreté, ou simplement le regard de la société? Et voici le plus ironique. Des politiques censés nettoyer les rues ne font en réalité que pousser encore plus de gens dans leur voiture. En juin 2024, la Cour suprême a autorisé les villes à verbaliser ceux qui dorment dehors. Les campements ont été démantelés, les parcs rendus au public. Certains médias ont parlé d'une victoire pour l'ordre urbain. Mais est-ce vraiment le cas? On ne s'en rend pas toujours compte, mais une simple mesure politique a déplacé des dizaines de milliers de personnes. Non pas dans des logements, mais des trottoirs vers l'intérieur de leur voiture. Los Angeles, San Francisco, Portland. Ces villes qui étaient autrefois connues pour leurs campements de tentes voient désormais naître de véritables villes de voitures. La différence? Comme le camping est interdit, les gens dorment dans leurs véhicules, et la ville paraît soudain plus propre. À San Francisco, une statistique frappante montre que le nombre de camping-cars utilisés comme résidence a bondi de 37% entre 2022 et 2024, juste après l'application de la loi interdisant le sommeil en extérieur. Quand la nuit tombe, il suffit de parcourir un parking de Costco ou le parc du coin pour voir une file silencieuse de voitures alignées. Pas de lumière, pas de mouvement, mais à l'intérieur, des vies qui retiennent leur souffle. Et c'est là que se trouve le vrai problème. Au lieu de se demander pourquoi ces gens n'ont pas de logement, la politique ne cherche qu'à les rendre invisibles. On s'attaque à l'image, pas à la cause. Sur le papier, les autorités peuvent annoncer fièrement une baisse de 20% du nombre de personnes dormant dehors. Ce qu'elles ne disent pas, c'est que 15% dorment désormais dans leur voiture, et que 5% ont été forcés de quitter la ville. Les rues semblent plus propres, oui. Mais le cœur des gens, lui, ne l'est pas. Les tentes ont disparu, elles ont été remplacées par des parkings nocturnes. Et tant que personne n'a à les regarder, tout le monde se sent étrangement soulagé. Une femme de 63 ans, à San Diego, raconte « Les policiers ont frappé à la toile de ma tente pour me dire que je ne pouvais plus rester là. Je suis monté dans ma voiture en me disant que ce serait mieux. Mais maintenant, ils distribuent des amendes pour stationnement prolongé. C'est un cercle vicieux parfait. On ne peut pas s'allonger, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut rester nulle part. Pris dans cet engrenage, beaucoup apprennent à devenir invisibles. Dormir sans allumer les phares, bouger toutes les quelques heures, se garer là où le Wi-Fi gratuit capte encore. Une nouvelle forme de survie où Google Maps et Walmart deviennent des outils pour préserver un dernier morceau de dignité. Ça paraît amer, mais c'est la réalité. En Amérique, si tu es pauvre et que tu dors dehors, tu prends une amende. Si tu es pauvre mais que tu as une voiture, tu deviens un sans-abri vivant en véhicule. Un joli terme, non? Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Lorsque la loi commence à redéfinir où la pauvreté a le droit d'exister, on approche d'un moment où vivre dans une voiture n'est plus une exception, mais une sorte de politique tacitement acceptée. Derrière chaque voiture garée en silence, il n'y a pas seulement quelqu'un qui attend une solution temporaire. Une nouvelle classe sociale est en train d'apparaître. Mais qui sont-ils vraiment? On va les découvrir juste après. Numéro 3. La précarité touche désormais des travailleurs actifs, pas seulement les plus pauvres. L'image traditionnelle de la pauvreté change. En 2025, beaucoup de gens qui dorment dans leur voiture ont un emploi, parfois même à temps plein. Cela choque l'opinion publique. Comment un pays riche peut-il laisser des travailleurs dormir dans un parking?
Imaginez un instant, des sans-abri qui ont leur propre voiture. Ça sonne contradictoire, presque comme une forme de pauvreté de luxe. Et pourtant, en 2025, c'est devenu une catégorie à part entière. Ce sont ceux qui ne sont pas assez pauvres pour être aidés, mais pas assez stables pour conserver un toit. On les appelle les middle homeless, les sans-abri du milieu. Pas de tente, pas de centre d'accueil, pas de pancarte. Ils ont un travail, un téléphone, une assurance parfois temporaire. Mais la nuit, leur lit, c'est la banquette arrière de leur SUV. À Los Angeles, une étude montre que ceux qui vivent en véhicule n'ont rien à voir avec ceux hébergés dans les refuges. Ce ne sont pas des toxicomanes. Ce ne sont pas des chômeurs. Ils ne cherchent pas à déranger qui que ce soit. Ils ont juste épuisé toutes les options possibles. La moitié a un emploi à temps plein. Un tiers a plus de 50 ans. Beaucoup étaient propriétaires avant que le loyer n'explose, que les médicaments ne coûtent trop cher ou qu'une facture médicale ne bouleverse complètement leur vie. Leur voiture, autrefois moyen de transport, est devenue leur dernière bouée pour ne pas sombrer complètement. Personne ne les a secourus, mais au moins, ils tiennent quelques mois de plus. J'ai rencontré un homme de 55 ans à San José. Ancien technicien dans une petite start-up. L'entreprise ferme et il perd son emploi. Sa vieille Toyota, il refuse de la vendre. Je la garde. C'est ma maison maintenant. Tous les soirs, il se gare sur un parking industriel après 19 heures, là où personne ne fait attention. Le matin, lavage de visage à la station-service, café à $1 au 7-Eleven, puis direction un petit boulot temporaire sur un chantier. Il m'a dit, au moins, j'ai ma propre serrure. Dans un refuge, tu n'as même pas ça. Et là, tout devient clair. Voilà comment chacun essaie de préserver un brin de dignité. Le paradoxe, c'est qu'avec leur voiture, ils ne sont pas considérés comme des sans-abri urgents. Pas d'aide, pas de dossier, pas compté dans les chiffres. Ils se cachent dans le système comme un bug dans un logiciel trop grand pour qu'on prenne le temps de le corriger. Et tout fonctionne, jusqu'au jour où la voiture tombe en panne ou que le réservoir reste vide. Ce jour-là, ils basculent officiellement dans la rue. On appelle ça Home Sweet Home. Mais pour beaucoup d'Américains, c'est devenu Home Sweet Parking Lot. Ce ne sont pas des gens qui abandonnent. Ils incarnent la preuve que parfois, une simple augmentation de loyer ou une facture médicale peut faire exploser toute une vie. Alors qu'est-ce que fait vraiment la société pour les aider à se relever? Ou attend-on qu'ils touchent le fond avant d'agir? Parce que lorsque même des personnes stables se retrouvent à vivre dans leur voiture, ce n'est plus une série d'histoires individuelles. C'est une crise qui frappe à la porte de chaque garage. Numéro 2. Le phénomène se banalise et devient visible partout. Le nombre de personnes vivant dans leur véhicule a explosé. On voit des parkings organisés en zone résidentielle, des safe parking programmes, des stationnements remplis de vans et de SUV transformés en mini-appartements. Cette visibilité transforme le phénomène en véritable symbole national de la crise. Voilà le paysage de 2025, le point de rupture du rêve américain. On le sent dans l'air. Une atmosphère étrange. Ce n'est pas seulement le prix de l'essence, ni l'élection. C'est autre chose. C'est l'idée qu'une nouvelle crise s'installe doucement. Une crise où les voitures ne transportent plus seulement des gens, mais aussi leur nuit. Un rapport fédéral révèle que 771 480 Américains ont connu l'absence de logement en une seule nuit de 2024. Une hausse de 18% en un an, un record depuis que le gouvernement tient ce genre de données. Au premier regard, ce ne sont que des chiffres. Mais si vous avez déjà traversé un parking de Walmart la nuit, avec ses rangées de voitures alignées jusqu'à l'horizon, vous comprenez. Ce ne sont pas des touristes. Ce sont des Américains qui dorment la faute d'alternative. Pourquoi 2025 ? Parce que tout converge. Les loyers continuent de grimper. Les salaires ne suivent plus. L'interdiction de dormir dehors pousse les gens vers leur voiture. La classe moyenne se vide de l'intérieur. Et le système de logement social avance au rythme d'un camping-car de 1998. Bref, on assiste à la tempête parfaite. Coûts qui explosent, loi qui se resserre, confiance qui s'effrite. La voiture devient un refuge. Un foyer improvisé pour une génération qui n'est pas forcément pauvre, mais qui n'a tout simplement plus d'endroit où aller. Un jour, tout a basculé. J'ai dû vendre ma maison pour effacer mes dettes médicales. Depuis, mes nuits se passent à l'arrière d'un Ford rangé. Et pourtant, chaque matin, je mets une chemise propre et je pars travailler comme si de rien n'était. Je ne suis ni au chômage, ni dépendant de quoi que ce soit. Je ne cherche pas la pitié. C'est juste que, désormais, vivre normalement coûte plus cher que rêver. Un soir, j'étais garé sous les lumières jaunâtres d'une station-service.
La radio parlait d'une économie plus forte que jamais. Ça m'a fait sourire. Un sourire un peu amer. Peut-être que l'économie va bien. Oui, mais clairement pas pour moi. Ce qui fait peur, ce n'est pas le chiffre de 771 000. C'est le fait que tout cela devienne banal. Quand les médias disent que c'est une tendance, quand le gouvernement explique que, au moins, ils ne sont pas dans la rue, quand la population commence à trouver normal que des gens dorment dans leur voiture, c'est là que le rêve américain commence réellement à s'effondrer. J'ai lu un commentaire en ligne, sarcastique mais tellement juste. Le pays de la liberté ? On dirait surtout le pays des maisons à roulettes. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un cas isolé. On dirait même que c'est devenu la preuve d'un système qui craque de partout. La stabilité est devenue un privilège, et la voiture, le dernier refuge. Un pays qui, autrefois, se vantait de donner une seconde chance à tout le monde, pousse maintenant des centaines de milliers de personnes à reconstruire leur vie, depuis le coffre de leur voiture. Et si vous pensez que ça ne concerne que la côte ouest ou uniquement les jeunes, vous vous trompez. Quand le logement devient un luxe et que les voitures se transforment en abri, personne n'est vraiment à l'abri. Numéro 1. La voiture habitation incarne la perte du rêve américain. Alors, imaginez un instant, et suivez-moi. Projetons-nous en 2030. Vous conduisez jusqu'à votre travail, vous entrez sur le parking, et vous voyez une nouvelle pancarte. Stationnement résidentiel réservé aux véhicules habitation. Faux, non. Et pourtant, vu la direction dans laquelle on avance, ce n'est plus une question de si, mais de quand. Les loyers continuent d'augmenter. Les salaires stagnent. Les politiques se durcissent. Les logements abordables, eux, attendent encore d'être construits. Ce qui devait être une solution temporaire commence doucement à devenir un mode de vie durable, voire reconnu légalement. On pourrait même voir émerger des quartiers entiers de résidents sur roues, avec leurs propres règles, leurs taxes, leurs adresses postales. Ça paraît moderne, presque innovant, mais en réalité, c'est juste la normalisation d'une crise profonde. Parce que quand une voiture tient lieu de maison, tout ce qui paraissait évident, une adresse, une assurance, un accès aux soins, un emploi stable devient soudain hors de portée. Pas d'adresse fixe. Difficile de trouver un travail durable. Pas d'assurance logement. Pas d'accès au système de santé. Pas de lieu légal où se garer. Et si la voiture tombe en panne, vous perdez votre toit. Une femme âgée, inscrite dans un programme de stationnement sécurisé à Berkeley, m'a dit un jour « J'ai un permis de stationner légalement ». Et pourtant, quand l'orage a éclaté, les autorités lui ont quand même demandé de partir. Elle regardait la pluie par le pare-brise et a murmuré « Ici, même quand on a un toit, on n'a pas vraiment d'abri. On appelle ça du bien-être flexible. » Un nom qui sonne comme une start-up tech, mais qui cache surtout une adaptation désespérée à un système défaillant. Si la tendance continue, on verra peut-être se multiplier des petites communautés de véhicules autour des grandes villes. Une société parallèle, mobile, invisible, mais bien réelle. Et un jour, nos petits-enfants nous demanderont « Pourquoi avez-vous choisi de vivre dans une voiture ?» Et on répondra « On ne l'a pas choisi, mon enfant. C'est la situation qui nous a choisis. » Ironique, mais terriblement vrai. Pendant que les prix de l'immobilier explosent, les habitations sur roues redessinent la carte du pays. Quand la voiture devient un foyer et que le parking se transforme en quartier résidentiel, ce n'est pas seulement notre lieu de vie qui change, c'est toute notre vision de la stabilité. Si l'on peut vivre n'importe où, y a-t-il encore un endroit où l'on a envie de revenir ? C'est pour cela que cette crise ne parle pas seulement des sans-abri. C'est un miroir qui nous montre ce que pourrait devenir notre avenir. Un avenir où la frontière entre liberté et survie est aussi fine qu'un pare-brise. Le vrai drame de 2025, ce n'est pas que des centaines de milliers d'Américains dorment dans leur voiture. C'est que nous commençons à trouver cela normal. Quand les parkings deviennent des quartiers, quand le bruit des climatiseurs de voitures remplace celui des ventilateurs de plafond, c'est le rêve américain qui rétrécit, jusqu'à tenir derrière un volant. Peut-être que vous n'avez jamais passé une nuit dans une voiture. Mais si vous devez payer un loyer, faire le plein, ou élever une famille aujourd'hui, vous êtes plus proche de ceux qui y vivent que vous ne le pensez. La seule différence, c'est que vous avez encore la clé d'une maison. Eux non plus que la clé de leur voiture. Alors la grande question, c'est, si tout continue dans cette direction, l'Amérique de demain sera-t-elle un pays de maisons ou un pays de voitures-habitations autonomes? J'aimerais connaître votre avis. Pour vous, vivre dans une voiture, choix de liberté ou signe qu'une société s'effondre? Partagez-moi votre réflexion en commentaire. Chaque semaine, on analyse ensemble les réalités socio-économiques américaines, sans filtre, avec honnêteté et humanité. Cette vidéo a un but informatif, analytique et social. Elle n'attaque personne. Les données viennent de sources publiques fiables. L'objectif,
C'est simplement de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Parce que parfois, pour voir la vraie Amérique, inutile de lever les yeux vers les gratte-ciel. Il suffit de regarder les voitures, immobiles, dans l'obscurité.